Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information. À l'issue de la proclamation ce mercredi des résultats définitifs de la présidentielle d'avril 2021 par la Cour constitutionnelle, une équipe de la rédaction s'est rapprochée de quelques acteurs politiques pour recueillir leurs appréciations. Vous les entendrez dans cette édition. Audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Rémi Prosper Moretti a reçu le nouveau président de la Cour suprême. Les relations de travail qui unissent les deux institutions étaient au cœur des échanges. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée le 25 avril de chaque année. En prélude à cette célébration, une équipe de la rédaction a fait le constat de l'état des lieux de la politique nationale de lutte contre cette maladie. Les détails sont à suivre. Les résultats définitifs de la présidentielle du 11 avril 2021 sont connus. La Cour constitutionnelle les a proclamés ce mercredi. À l'issue donc de cette proclamation, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques acteurs politiques pour recueillir leurs appréciations. On les suit dans cet élément. Les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle confirment la victoire du président Patrice Talon et sa colistière Mariam Tchabizime Talata avec 86,29% au premier tour du scrutin présidentiel du 11 avril 2021. Des résultats qui ne surprennent guère certains acteurs politiques rencontrés. C'est la fin d'une logique politique au regard donc des réformes qui ont été enclenchées par le président de la République et qui ont conduit naturellement ce soir à la proclamation définitive des résultats de l'élection du président de la République. C'est un soulagement, c'est une victoire et c'est pour dire qu'on ne va pas dormir sur nos lauriers parce qu'il faut continuer encore, je dirais, cette dynamique dont a parlé le président de la République, mais surtout essayer en quelque sorte de faire taire les intérêts égoïstes. Et par rapport à ces intérêts égoïstes, je crois qu'il y a une action qui va être menée et qui doit pouvoir conduire les uns et les autres à la prise en considération de l'intérêt général. C'est le Bénin qui gagne en réalité. Les deux duos en face du duo Talon-Talata n'avaient pratiquement pas grand-chose à proposer aux Béninois. Vous savez que le président Patrice Talon a déjà fait 5 ans à la tête de ce pays. Et il est parti pour gagner cette élection. C'est ce qui a été fait. Et d'ailleurs, on ne change pas une équipe qui gagne. Il déclare qu'il ne pouvait en être autrement car au regard du déroulement du processus électoral, aucun duo candidat adversaire ou vainqueur à cette élection n'a déposé de recours pour contester les résultats provisoires. De façon générale, la Cour constitutionnelle avait déjà donné les résultats provisoires la semaine dernière. Moi, personnellement, en regardant donc les différentes étapes du déroulement du scrutin, je savais qu'il n'y aura pas de recours. Il n'y a pas eu de recours. Donc, a priori, ça doit passer naturellement au niveau de la Cour constitutionnelle. S'il y avait eu quelques recours, on aurait pu rectifier un peu le tir et voir d'ailleurs si ces recours sont fondés. Donc, on n'est pas surpris. Et le travail qui a été abattu depuis des années par le président de la République démontre parfaitement que c'était la meilleure solution, la meilleure voie. Ils ont donc félicité le duo Talon-Talata pour sa victoire et profité pour dévoiler leurs attentes pour les 5 prochaines années. Nous attendons qu'il y ait plus d'impact en termes de réforme, en termes d'efficacité, donc de la formation supérieure, en termes de compétences d'ailleurs, et pourquoi même pas de recyclage, on va le dire. En tout cas, une université de développement, une université tournée vers le développement avec les actions du président de la République. Le président Patrice Talon était parti pour gagner cette élection. Il a eu à faire déjà 5 ans à la tête du pays et à travers ses différentes réalisations qui ont certainement forcé l'admiration du peuple béninois. Ces derniers ne peuvent que lui confier à nouveau la direction de ce pays, à lui et à sa colistière Talata. Les résultats définitifs ainsi proclamés, les regards sont désormais tournés au 23 mai 2021, date prévue pour l'investiture du duo gagnant.
Après la victoire du duo Talon Talata, la présidente de l'UDBN a organisé une séance d'échange avec ses coordonnateurs départementaux, communaux et d'arrondissement ce mercredi au siège du parti à Godomé-Dekongwe. C'était une occasion aussi pour les patrons de presse de recevoir une attestation en guise de remerciement pour l'accompagnement médiatique. Diane Onioudje. Nous avons soutenu le président Patrice Guillaume Matanas Talon et nous allons continuer à le soutenir. La victoire écrasante du duo Talon Talata au thème de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, c'est la raison qui justifie la tenue de cette séance de rencontre. Rencontre entre militants et sympathisants du parti politique de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Il s'agit de faire le bilan avec tous les coordonnateurs départementaux, communaux et des arrondissements et de festoyer après cette victoire du duo Talon Talata. Cette victoire qui nous émeut tous est avant tout votre victoire. Toutes mes félicitations à vous, Madame la Présidente, et à tous les membres du bureau exécutif. Vous avez démontré par le travail bien fait et montré aux plus incrédules que l'UDBN, c'est le label de la fidélité politique. L'UDBN, c'est la victoire sur la durée. Merci et mille fois merci pour votre travail sans faille et sans reproche. Fière du travail abattu par ses militants, la présidente de l'UDBN a réaffirmé son engagement à soutenir le président Patrice Talon. Elle a également invité les siens à faire de même, car c'est sous le président Patrice Guillaume Matanas Talon que la lutte contre la corruption et l'impunité est devenue une réalité. Nous allons le soutenir. Je suis personnellement derrière lui. Nous devons tous rester derrière lui, mes chers. Il sait où aller trouver de l'argent pour développer le pays. Et pourquoi ne pas soutenir un monsieur comme ça? On doit le faire. C'est aussi le moment choisi pour les coordonnateurs départementaux de réitérer leur engagement à continuer dans cette lancée pour d'autres victoires. C'est l'occasion pour moi de dire merci à la présidente et la rassurer qu'elle peut compter sur les hommes et les femmes engagés pour l'animation de la vie du parti au niveau des départements, des communes, des arrondissements, des villages et des hameaux de notre pays. Au nom de la jeunesse de notre parti, nous vous renouvelons. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau exécutif national et militants du parti, notre pacte de fidélité. Les jeunes sont prêts pour les défis futurs, ici et maintenant, et nous engagerons tous les efforts pour mériter votre fierté à chaque heure de bilan. La cérémonie a été marquée par la remise d'attestations et de trophées en guise de reconnaissance aux patrons des médias, aux artistes et aux coordonnateurs départementaux partenaires pour leur accompagnement durant tout le processus électoral du 11 avril 2021. L'UDBN a reçu également l'adhésion de nouveaux membres qui ont prêté serment pour l'acte de fidélité. La cérémonie a été riche en sons et en couleurs. Sachez également que le Bénin fait partie des 20 pays à destination recommandable où l'on peut voyager en toute quiétude en cette période de crise sanitaire de la COVID-19. C'est ce que relève donc le nouveau classement du département d'État américain. Et selon ce classement, le Bénin se retrouve dans la catégorie exercice de prudence accrue avec des pays africains comme la Guinée équatoriale, le Libéria, la Mauritanie, le Rwanda et le Zimbabwe. Les pays comme la Nouvelle-Zélande et le Bhoutan sont classés dans la catégorie exercice de précaution normale. Et ce nouveau classement du département d'État américain en faveur du Bénin confirme donc les efforts fournis par le gouvernement de Patrice Talon pour protéger et assurer une meilleure santé à sa population en cette période de crise sanitaire. On va à présent à la RAC où s'est déroulée une audience ce mercredi. Ce jeudi, donc, Rémi Prosper Moretti a reçu le nouveau président de la Cour suprême. Les deux personnalités ont échangé sur les relations de travail qui unissent les deux institutions. On suit Victor Dassia Dosso à sa sortie d'audience. Je suis arrivé ici pour venir saluer le président Moretti, qui est un vieil ami, à qui j'ai fait mes civilités. Au-delà des civilités, nous avons échangé sur
les relations possibles de travail, sur l'interaction des missions, aussi bien de la Cour suprême que de la HAC. Vous savez, ou vous ne le savez peut-être pas, la HAC et la Cour suprême ont des liens fonctionnels. La HAC est une institution de la République qui rend des décisions à caractère juridictionnel. Et ces décisions, lorsqu'elles viennent à être attaquées, c'est la Cour suprême qui statue à travers sa chambre administrative. Donc nous avons fait le point du contentieux que nous avons actuellement au niveau de notre cour qui concerne la HAC. Nous avons également saisi l'occasion pour discuter, échanger sur le déficit législatif qu'il y a au niveau de l'institution HAC. J'ai été particulièrement heureux de voir le président de la HAC lui-même soulever cette question. Et la Cour suprême lui a marqué sa disponibilité à accompagner la HAC dans sa volonté de renforcer sa capacité en matière de législation. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, nous en avons discuté. Nous sommes tout disposés à accompagner le processus qui est déjà enclenché ici, au niveau de la HAC, afin de renforcer les tests. Au volet magazine de cette édition, on parle des habitudes de lecture et de fréquentation des bibliothèques chez les apprenants qui deviennent de plus en plus rares, un phénomène favorisé par l'avènement du numérique. Et pour mieux comprendre cette situation, je vous invite à suivre cet élément réalisé par Céline Bovy. Lire pour s'évader, lire pour se distraire, lire pour se cultiver. Bon nombre d'apprenants des lycées et collèges s'y adonnent très peu de nos jours. Le constat est patent. Il suffit de parcourir les centres de documentation et de lecture pour s'en convaincre. Ils sont quasiment déserts et peu fréquentés. C'est une situation qui désole le monde des éducateurs. C'est le cas du père François Lankboedja, directeur du collège Saint-Michel de Cotonou. La plupart de nos apprenants aujourd'hui, beaucoup n'aiment pas les centres de documentation parce qu'ils ne veulent pas lire. Ils pensent que c'est une perte de temps d'aller s'asseoir, prendre un livre, de lire, mais ils veulent découvrir les choses, mais de façon rapide. Or, le livre, il faut prendre le temps de s'asseoir, de lire, de faire tout ce qu'on peut faire, mais il ne veut pas perdre le temps. Dans les écoles, quand vous avez des bibliothèques dans les écoles, et quand vous ne forcez pas les apprenants, et ils n'y vont pas. J'ai fait un collège, j'ai été professeur dans un collège. Il a fallu qu'on institue une obligation pour les apprenants d'aller à la bibliothèque une heure par semaine avant qu'on retrouve des enfants à la bibliothèque. Sinon, ils n'y vont pas. Plutôt que s'investir dans la lecture, les apprenants préfèrent s'adonner à d'autres distractions sur les réseaux sociaux qui ne les profitent forcément pas. Les apprenants ont d'autres intérêts et ils découvrent autre chose. Et la chose qu'ils découvrent, c'est quoi? C'est les numériques, c'est l'Internet aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et en fait, dans les réseaux sociaux, dans l'Internet, on peut avoir toute la bibliothèque aussi, c'est possible. Mais ils n'y vont pas pour lire ce qui peut leur permettre d'avancer en matière d'apprenant, mais ils découvrent autre chose. Ils vont à l'Internet, tous les réseaux sociaux, pour ce qui est les intérêts personnels, non pas pour lire réellement ce qu'il faut lire. Parce qu'un apprenant qui va vers l'Internet et peut découvrir assez de choses même pour sa lecture, pour sa culture personnelle, mais ils y vont pour d'autres intérêts. Pourtant, l'intérêt devrait en principe résider dans le goût de ces derniers à la lecture. C'est pour cela que le père François du collège Saint-Michel de Cotonou recommande. Oui, lire c'est bénéfique. Et je prends d'abord, même à l'école, quand l'enfant reçoit un cours et qu'il ne lit pas, il peut rien garder. Donc, c'est en lisant qu'on garde quelque chose. Donc, d'abord, là, c'est bénéfique déjà. Parce que le cours que le professeur vient en classe et qu'il donne, quand tu ne relis pas et que tu intègres ce cours que le professeur a donné, tu ne peux pas. Donc, lire est bénéfique déjà à ce niveau-là. Et quand je vais vers les livres,
Là, quand je lis, je découvre ce que les autres ont dit avant moi. Ce qu'on a dit de quelque chose, d'un sujet, je découvre, et cela me permet, ça développe mon intelligence, ça développe mes connaissances. Et c'est une ouverture. Donc on dit que le livre, c'est une ouverture, hein, c'est une ouverture de l'homme à la mesure du monde. Donc tu vois le monde en lisant. Donc on acquiert des connaissances, le savoir à travers la lecture. Et je pense que on doit retourner à la lecture beaucoup, on doit retourner à la lecture. Dans cette dynamique des apprenants au goût à la lecture, l'implication personnelle des parents d'élèves s'avère impérieuse, d'où cet appel de ce bibliothécaire. Les parents d'élèves n'ont qu'à nous aider à passer le message, à mettre en priorité l'avenir, la connaissance des livres aux enfants avant de leur acheter leur premier smartphone. Si vous éprouvez de la paresse à lire, il existe bien des sites de livres en ligne et téléchargeables. C'est ce que conseillent les éducateurs pour les habitués des réseaux sociaux. Et depuis 2018, sous l'impulsion du gouvernement de Patrice Talon, le Bénin a pris la tête des pays producteurs d'or blanc en Afrique, performance qui confirme la bonne dynamique de ce secteur qui a bondi de 123% depuis 2015 avec 728 000 tonnes pour la campagne cotonnière de 2020-2021. Une prouesse que saluent les citoyens béninois et les perspectives de la filière sont évoquées par le ministre Gaston Dossoui. Suivez. Le secteur de l'agriculture, notamment la filière coton, a pris un nouvel envol depuis l'avènement de Patrice Talon au pouvoir. L'ancien magnat de la filière a su engager des réformes courageuses dont le rétablissement dans ses fonctions de l'AIC, instance fêtière réunissant producteurs, écreneurs et autres qui avaient été supprimés. Et donc, la gestion de la filière par le secteur privé. En 5 années de gestion, le pays a doublé sa production de coton et supplanté tous les concurrents ouest-africains. À la prise du pouvoir par le président Talon en 2016, le Bénin n'avait produit que 269 000 tonnes de coton. Un an après, nous sommes passés à 452 000 tonnes, record déjà national. L'année d'après, 598 000 tonnes. Nous avons titillé donc les 600 000 tonnes qui était le plafond des meilleurs. L'année d'après, nous sommes passés à 678 000 tonnes pour nous installer comme premier producteur d'Afrique. Les citoyens saluent cette avancée. Ils invitent tous les acteurs du domaine à œuvrer davantage. C'est l'homme du domaine qui est sur le pouvoir. Donc il a habileté, il a obligation, il a volonté et vocation à promouvoir la production du coton afin d'être le premier en Afrique. Je ne voudrais pas que ça soit seulement le premier de l'Afrique. Qu'on dise dans le monde que le Bénin a plus de monopole. Quand on va citer les 5 pays du monde, ou 10 pays producteurs du coton dans le monde, c'est-à-dire on verra le Bénin dedans parce qu'on a celui qu'il faut à la place qu'il faut. C'est un bon pour le gouvernement Patrice Talon, c'est un bon pour tous les Béninois, c'est un bon pour la réussite parce que ce n'est pas le gouvernement de Patrice Talon qui a réussi, mais c'est le Bénin entier qui a réussi. Les autorités gouvernementales ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Les dispositions sont déjà en train d'être prises pour doter le Bénin d'unités de transformation de coton. Jusqu'à nouvel ordre, il y a quelques pays qui se distinguent par la qualité de la filature, la qualité des unités de transformation. Des contrats sont en cours avec ces pays-là pour arriver à installer des unités de filature, de teinture et tout ce qui suit. Souvenez-vous de la belle époque où nous avons le kaki, où nous avons les serviettes, où nous avons les différents vêtements d'enfants et autres faits à Parakou. Mais ces technologies sont dépassées aujourd'hui par des technologies plus actuelles. Je ne donnerai pas une date, mais comprenez que c'est un nouveau challenge. Et notre président en a pris comme un des chevaux de bataille pour aller vers le développement des chaînes de valeur sur le coton et surtout les fibres de coton.
La campagne cotonnière 2020-2021 tire à sa fin. Les yeux sont à présent rivés vers les prochaines campagnes. Le ministre Gaston Dossoui, le président de l'AIC sont plus que jamais déterminés à franchir la barre des 728 000 tonnes. Les rendements sont passés de 1 tonne 0,73 à cette année à 1 tonne, presque 1 tonne 200. Et nous projetons la campagne à venir 1 tonne 300. Et nous envisageons d'ici 2 campagnes aller à 1 tonne 500. Nous avons été premiers il y a 3 ans. Les gens pensaient que c'était un hasard. Ça fait 2 campagnes de suite que nous avons maintenu cette place de premier que nous ne laisserons pas. Le 25 avril, c'est la date choisie pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. En prélude donc à la célébration de la 14e édition, notre rédaction vous propose l'état des lieux de la politique nationale de lutte contre cette maladie avec les autorités en charge du programme national de lutte contre le paludisme, PNLP. Suivez cet élément. Le paludisme est un problème de santé. Le paludisme, une maladie évitable et traitable, mais qui malheureusement fait partie des premières causes de mortalité infantile. Elle représente 60 à 70% des morbidités, particulièrement pendant la saison des pluies, période de haute transmission selon les autorités du Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP. Le gouvernement du Bénin, depuis plus d'une décennie, s'est engagé dans l'accès universel par rapport à la mise à disposition des moustiquaires au niveau des ménages. Et cela se traduit par les campagnes de distribution gratuite, les campagnes de masse, qui me permettent donc de donner gratuitement ces moustiquaires aux populations. Il est important que la population sache qu'aujourd'hui, le meilleur moyen pour prévenir le paludisme, c'est de dormir sous moustiquaire. Parce que, qu'est-ce qui provoque le paludisme? C'est la piqûre du moustique. Chaque année, cette journée est célébrée le 25 avril et a pour principal objectif de sensibiliser sur les causes, les manifestations et même les conséquences liées à cette maladie. En prélude à la commémoration de la 14e édition, 3 localités du département de l'Ouémé sont choisies pour abriter la cérémonie officielle. Le paludisme, c'est une maladie traitable. Il faut aller aux soins, recours précoce aux soins. Mais avant ça, il faut reconnaître que c'est une maladie que nous pouvons éviter à partir de nos comportements. L'intérêt est d'impliquer les communautés à la base afin d'accompagner les actions engagées par le gouvernement dans la lutte contre cette maladie. À cette occasion, des activités sont prévues pour se dérouler. Des activités communautaires de prévention et de traitement du paludisme. L'organisation de cette fête suit une plaque tournante. On fait ça de département en département parce que l'intérêt, c'était d'intensifier, de renforcer cette mobilisation sociale. Il faut qu'on sensibilise vraiment sur le paludisme. Le paludisme est l'affaire de tous. Tout le monde est intéressé par le paludisme. Et pour le vaincre, pour l'éliminer, toutes les parties prenantes, depuis le sommet jusqu'au plus bas citoyen, toutes les parties prenantes sont impliquées dans la lutte contre le paludisme pour l'éliminer. Malgré les actions publiques de développement engagées, le tableau statistique reste encore peu reluisant et les nouvelles stratégies modernes sont implémentées et seront mises en œuvre, toujours pour lutter efficacement contre le paludisme. Si on mobilise la société civile de façon très étroite dans la lutte contre le paludisme, ils peuvent nous aider à encadrer les membres de la communauté et à mettre en place des comités villageois de santé. Et ces comités vont travailler avec les pairs. Aujourd'hui, il faut que nous puissions changer les comportements des gens en matière de lutte contre le paludisme si nous voulons réussir. Et pourtant, avec les nombreuses actions de protection mises en œuvre par l'État à travers le programme national de lutte contre le paludisme, certaines populations continuent de vivre dans des quartiers insalubres, impropres pour l'habitation. C'est le cas ici à Vossa, où enfants, jeunes et adultes sont en contact permanent avec les eaux stagnantes. Pendant les saisons pluvieuses, sincèrement, on n'arrive pas à nous protéger parce que les moustiques et autres nous dérangent beaucoup. Et les moustiquaires, même, on n'arrive pas à les recevoir pour pouvoir nous protéger dedans. Il y a un peu de l'eau un peu partout
de gauche à droite, à côté des bâtiments et autres. Il y a assez de l'eau qui nous dérange. Bien qu'il est érigé, la plaque indiquant clairement qu'il est formellement interdit d'occuper ce site inondable, des citoyens y résident. C'est du moins le constat fait. Les autorités, quant à elles, exhortent tous les acteurs à une adhésion collective, car le paludisme est une affaire de tous. Le thème retenu pour la 14e édition de cette journée est « Zéro paludisme, tirer un trait sur le paludisme ». Tel est le défi des autorités en charge du programme national de lutte contre le paludisme. Des moustiques. Allons au centre de santé chaque fois que nous... Le forum annuel de Boao pour l'Asie s'est tenu il y a quelques jours et à cet effet, les reporters de CCTV+ ont examiné les discussions entre les dirigeants politiques et d'affaires présents à ce forum. Suivez. L'accent a été mis sur l'Asie, mais les questions mondiales et le développement humain ont également été essentiels à l'ordre du jour, avec au moins 60 tables rondes sur des sujets allant de la reprise économique post-pandémique, la numérisation et le développement durable. Les participants au forum ont pu parvenir à un accord sur certains des plus grands défis du monde. Nous pensons que l'économie mondiale, à ce stade actuel, est en train de passer d'une grave récession à une reprise dans un contexte d'incertitude et de grands écarts entre les pays. Il est plus important que jamais de renforcer la gouvernance mondiale et la coopération internationale. L'initiative Ceinture et Route a joué un rôle positif dans la connectivité régionale et la reprise économique. Je pense que l'importance du forum, au-delà de l'anniversaire, c'est typiquement la lumière au bout du tunnel. C'est exactement la chaîne de valeur du processus de pensée. C'est le meilleur des deux mondes. L'un des défis mondiaux que les dirigeants politiques, commerciaux et universitaires du forum ont abordé est l'environnement international de plus en plus tendu. La géopolitique, et pas seulement entre les États-Unis et la Chine, est devenue beaucoup plus difficile. On le voit entre les États-Unis et l'Europe, entre l'Inde et la Chine. C'était aussi l'occasion pour les pays asiatiques de partager des idées liées à leur identité politique et à leurs idéaux. Aussi forte qu'elle puisse se développer, la Chine ne cherchera jamais l'hégémonie, l'expansion ou une sphère d'influence. La Chine ne se livrera jamais non plus à une course aux armements. La Chine participera activement à la coopération multilatérale en matière de commerce et d'investissement. Si les pays asiatiques peuvent poursuivre la coopération en matière d'innovation, nous jouerons un rôle plus important dans la gestion de l'avenir et la réponse à la crise. Nous espérons que la conférence annuelle de Boao de cette année contribuera à l'expérience et à la sagesse, au rétablissement et au développement de la société humaine. La Chine et l'Asie n'ont jamais été aussi déterminés à progresser et à s'intégrer au reste du monde. Ils ont vu la montée des défis et s'efforcent d'aller vers la mondialisation. Et ils ont une vision concernant l'avancée de la civilisation humaine. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Vous pouvez toujours nous retrouver sur nos différentes plateformes digitales. C'est le site internet www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec Etelebene et l'application Etelebene disponible dans votre Play Store. Juste après moi, c'est la suite du Grand Soir avec les rubriques Covid-19, Info d'ici et d'ailleurs, Waza.info, la chronique du soir, puis ça se discute. Excellente soirée à vous en notre compagnie.